Alors, des années 90 à nos jours, on va vous brosser très rapidement le contexte social que vous connaissez certainement. Alors, au plan politique, le Québec donne naissance à deux partis. En 90, le Bloc québécois. En 94, l'Action démocratique, l'ADQ. 93, l'ALENA, l'Entente Canada-USA-Mexique. 95, c'est le deuxième référendum perdu par le Parti québécois. Deux premiers ministres qui démissionnent dans cette décade, Brian Mulroney en 93 suite à l'échec de l'entente du Lac-Meech et Jacques Parizeau suite à l'échec du deuxième référendum. 97, là c'est la... Comment est-ce que je dirais ça? C'est vraiment le massacre à la tronçonneuse. Il y a 1400 employés du réseau de la santé, soit 9 des employés du réseau de la santé qui se prévalent du programme de départ à la retraite. Alors, c'est là qu'on a commencé à manquer d'infirmières, à manquer de tout ce personnel. 8 000. 8 000 enseignants, eux autres, qui sont prévalus du même programme. 98, c'est la crise du verglas pour les gens de la Rive-Sud. 99... Comment ça? Moi, je suis à Montréal, je l'avais aussi. Hein? Ouais. Ça a été fermé pendant 10 jours, l'école ici. 99, redressement salarial pour les éducatrices du milieu de garde. 2000, la politique des contrats de performance entre le gouvernement et les universités québécoises. Là, le mot « performance » commence à avoir un sens assez précis dans le langage du ministère. 2000, c'est la tenue du sommet du Québec et de la jeunesse. 2001, les tours de World Trade, 11 septembre, qui s'écrasent. 2002, la fusion des municipalités du Québec, hein, qui après ça, il y aura des diffusions, puis bien, toutes les niaiseries, là. 2006, c'est la fondation de Québec solidaire et l'élection du Parti conservateur à Ottawa. 2007-2008, la commission Bouchard-Taylor. Et 2012, c'est tout récent, manifestation pour le jour de la Terre et manifestation des carrés rouges. Ça, c'est bon. Alors, c'est dans ce contexte-là, des années 90, qu'on vous présente maintenant ce que faisait l'État au niveau éducatif. Alors, 3 initiatives de l'État en éducation. L'État va beaucoup intervenir, très préoccupé par le décrochage, hein? Le décrochage scolaire, le plan de la réussite scolaire qui entraîne, même encore, c'est de loi, chaque direction et chaque école doit remplir un plan de réussite scolaire pour permettre, bon. Les États généraux de l'éducation en 1995, qui constatent, ça a été assez énorme. Chaque école alternative, d'ailleurs, de cette époque-là, a présenté un rapport aux États généraux. Alors, qu'est-ce que les États généraux ont constaté? La famille s'est transformée. Hein, la femme est au travail maintenant. Hein, beaucoup. Il y a des garderies, il y a tout ça. Bon. L'écart entre les riches et les pauvres a augmenté. Le pluralisme et la pluriethnicité. Des incontournables. Le marché du travail se modifie. Le travail autonome, on est rendu à quoi? 15-20 maintenant de personnes qui sont en travail autonome, mais ça démarrait dans ces années-là. Les technologies nouvelles dépassent l'imaginaire, la mondialisation, fin du règne de l'État-providence. L'enseignement privé prend de plus en plus de place. Vous savez qu'au Québec, ça a augmenté de façon phénoménale, genre de 2 à 3 par année, pour arriver actuellement dans la région métropolitaine à presque 30 C'est énorme, c'est énorme, énorme, énorme. Ça n'a aucun sens. Est-ce qu'il y en a beaucoup au primaire ou c'est surtout au secondaire? Le primaire, ça s'est multiplié et il y a des internats maintenant. La nouvelle mode, c'est des internats. Des pensionnats pour le primaire et pour le secondaire. On est tellement pris, on n'a pas le temps d'avoir des enfants, on n'a pas le temps de les éduquer. On revient à ce qu'on était. Alors, les écoles alternatives, on a de quoi travailler. Alors, qu'est-ce que va proposer les États généraux? Le multilinguisme, c'est-à-dire apprendre les langues. Ils vont se situer un peu, bon, les classes immersion anglaise, fin du primaire, apprendre d'autres langues. L'espagnol va faire son apparition, le chinois quasiment maternel maintenant. On va leur montrer le mandarin. Augmentation du temps de présence à l'école. Les enfants vont passer de 23,5 à 25.
La confessionnalité remise en question. La grille matière du secondaire, ménage à faire. Bon, trop de discipline, trop de programmes. Ils vont enlever le cours de sexualité. Ils vont mettre d'autres choses, en tous les cas, un brosse camarade là-dedans. Diversifier le parcours au niveau du deuxième. En 97, la loi 180, là, ça a été vraiment, et ça a beaucoup occupé les écoles alternatives au bout de la ligne. La loi 180 et la réforme Marois. Donc, la loi 180, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle a revu toute la loi scolaire, mais elle a redonné surtout elle va permettre, bon, la confessionnalité, les territoires scolaires ne seront plus confessionnels, mais seront linguistiques. Alors, en région, ça n'a pas créé trop de problèmes parce qu'il n'y avait pas de... Mais à Montréal, ça a été tout un brasse camarade parce que au mois de juin 2000, même avant ça, 2 ans avant ça, 97, les écoles, le Protestant School Board français, qui était très important, se sont toutes intégrées dans les commissions scolaires. Alors, ça a été quelque chose. Vous voyez un peu là. Alors, les anglophones et les francophones. Mais on a récupéré les francophones, le Protestant School Board, ce qu'ils appelaient Protestant School Board francophone. Donc, les directions, avec des cultures différentes, une façon différente. Et beaucoup de ces gens-là étaient des Nord-Africains, des Juifs nord-africains qui avaient été sortis de nos systèmes. Hein? On ne les intégrait pas dans notre système. Alors, ça a créé quelque chose. La réforme Marois confirme le choix des parents à des écoles à vocation particulière, autorise pour ces écoles la dérogation des matières obligatoires pour les gens à vocation particulière. C'est-à-dire que les écoles alternatives peuvent maintenant faire appel à l'article 240 de la loi 180 pour demander une dérogation. Ce ne sont pas toutes les écoles alternatives qui l'ont. Si jamais vous démarrez votre école, veillez à l'avoir, la dérogation. Il faut que vous ayez l'approbation de votre commission scolaire pour avoir cette dérogation. Ça vous permet d'avoir la liberté du programme à l'intérieur de 7 ans, c'est-à-dire les 7 ans du primaire. Pas avoir d'examen avant ça. Adopte le principe de la parité entre les parents et le personnel au conseil d'établissement. Cette loi-là va créer des conseils d'établissement. Et dans les autres écoles, ça a fait beaucoup de branle-bas parce que les profs, est-ce que les profs vont être plus importants que les parents? Les parents devraient être moins importants que le personnel. Des discussions n'ont plus fini. Évidemment pas dans les écoles alternatives. Parce que la réforme Marois s'est beaucoup inspirée des écoles alternatives, ce qu'elle n'a pas dit de façon textuelle, mais elle s'est beaucoup inspirée. Oui? Je veux savoir concernant la fameuse dérogation de l'article 240 de la loi 180. 180? Est-ce que, dans le fond, il autorise la dérogation, mais dans le fond, c'est la commission scolaire qui prend la décision finale à savoir si elle le fait ou pas. Donc, elle est en droit de refuser. Oui. C'est toujours un jeu politique, hein? Ici, ça a été la même chose. À Marguerite-Bourgeoys, ils n'ont pas été trop chauds à un moment donné, puis ils ont fait valoir ça, on peut vous dire. Puis là, on a discuté de ça en conseil d'établissement, et puis là, tu mets les parents en branle-bas de combat, parce que c'est évident qu'il faut l'avoir, cette dérogation-là. Il faut que vous ayez cette dérogation-là, et il y a des commissions scolaires qui ne veulent pas la donner. Non, effectivement. Mais moi, je dis aux écoles alternatives, battez-vous, je regrette, mais battez-vous, vous faites comme on a fait, il faut vous battre, parce qu'autrement, si sachant, vous entendez bien avec le directeur des études, hein, en ce moment, je pense qu'il est fin, puis il est pour les écoles alternatives, mais ça change, ça passe, ça. Et puis, vous n'aurez pas de... Tandis que si vous êtes assis sur l'article 240, vous avez au moins cette possibilité-là. Il faut utiliser tout, et puis ça, c'est vraiment, vous êtes, vous, parents, les
payeurs de taxes. Vous avez du pouvoir. Nous sommes des employés. Tu étais un employé. Et quoi? Tu étais. Oui, je m'excuse, je suis encore dedans. Là. Mais moi, je me rappelle quand... Faire prévaloir cet article-là, si on réussit à le faire passer au Conseil des commissaires, la commission scolaire n'a pas un... Bien, disons, il commence par... oui, c'est ça. Non, c'est ça. Ouais, mais il faut que ce soit recommandé. Préparez-vous. Je regarde Isabelle, parce qu'Isabelle était avec moi quand on a fait ça. Bon, Isabelle, essayez d'avoir un avocat parmi vos parents. Ça aide énormément pour décortiquer tout ça. Là. Isabelle est avocate. Là. Je sais qu'on avait dépatouillé tout ça parce qu'Isabelle a ses enfants. Pardon? On avait la signature de tous les parents de l'école, et puis, tu sais, mais il a fallu faire ça. Comme à un moment donné, ils ont voulu nous imposer des examens pour les enfants au niveau de 3e, la fin du cycle. Là. Là aussi, il a fallu se battre, et puis non, vous ne le ferez pas, puis non, vous ne le ferez pas. Et puis, on ne l'a pas eu. Mais vous êtes, c'est vous autres qui élisez les commissaires. Hein? Mais ça permet aussi aux parents de, si on le veut, ça a un prix. Mais vous savez, les premiers parents, là, ils se battaient encore plus, hein, parce qu'ils étaient contre... C'est ça. Donc, cette loi 180 va mettre la maternelle plein temps et la maternelle 4 ans dans les milieux défavorisés. On fusionne les commissions scolaires. Elles étaient de 150, elles vont passer à 70. Et elle entraîne le départ de 8 000 enseignants invités aussi à prendre la retraite par le gouvernement Bouchard. Puis ça a été quelque chose parce que ça a enlevé beaucoup de professeurs âgés qui sont partis. Puis, ils offraient, les bonnes sœurs qui n'avaient pas de fonds de retraite, ils leur ont reconnu le fonds de retraite. En tout cas, il y a eu plein de tractations, là. Ça a fait partir du monde. Et puis, ça a permis aux jeunes de pouvoir rentrer, parce qu'il y avait beaucoup de statuts précaires hein, à ce moment-là. Beaucoup de statuts précaires. Alors, ils étaient contentes. Les jeunes pouvaient enfin s'appuyer sur un poste. Mais sauf qu'arrive avec les jeunes, qu'est-ce qui arrive? Mais des bébés! Alors là, c'est bien les bébés, hein, on est pour ça. Mais sauf qu'on disait, nous, bien, il reste 3 ans avec le même enseignant. Mais non, il ne peut plus, là, parce qu'il y a un congé de maternité d'1 an. Alors, il faut revoir, c'est évident, la société change. Puis évidemment qu'on est pour les enfants, hein. Mais ça a créé beaucoup de changements, beaucoup de mouvements dans les écoles, Alors, il faut le prévoir, il faut qu'il y ait des phares, il faut qu'il y ait des gens qui soient là pour... Et puis, bon, le statut confessionnel des écoles publiques qui a eu lieu le 14 juin 2000, modification de l'article 93 de la Constitution canadienne. Et c'est ça qui avait été contesté pour nous quand on a eu un procès. On devait faire partie de la Constitution, de l'article 93, on ne pouvait pas s'en défaire, mais non, parce que le territoire d'Outremont n'était pas dans le territoire de la Constitution. En fait, une histoire de fou d'avocat, là. Septembre 2000, entrée en vigueur de la réforme d'éducation au Québec. Alors maintenant, tout le monde s'est converti. Ils font les compétences transversales, ils font tout ça, ils font les projets, mais imposer des choses mur à mur, c'est complètement... C'est complètement... Ben non. Ben non. Ça n'a pas changé du tout. C'était évident. Et puis, on savait que ça allait... Mais les écoles alternatives ont été prises. Nous, on a été pas trop pris là-dedans parce que, bon, le ministère, j'aime bien faire ma petite montée de lait là-dessus. Là, je ne l'avais pas faite. Je te donne 2 minutes. 2 minutes, OK. Oui, déjà, 2 minutes. Durant la réforme, c'était assez amusant de voir. On était là, on recevait les trucs, puis mais ça ressemble drôlement à nos affaires. Mais mon Dieu, mais ça ressemble, puis ça ressemble. Ils n'ont jamais voulu reconnaître qu'ils s'inspiraient énormément des écoles alternatives. Ils n'ont jamais voulu le reconnaître. Ils savaient très bien ce qui se passait dans les écoles alternatives. Ils avaient, parce que je rencontrais des gens, puis ils disaient,
Ils savaient très bien l'évaluation qu'on avait, ils savaient tout, mais jamais ils voulaient reconnaître que la réforme s'inspirait d'eux. Et il y en a un qui m'a dit un jour, on n'est pas pour dire ça. Les gens n'aiment pas les écoles alternatives. Alors, on n'est pas pour dire ça. Les profs n'aiment pas les écoles alternatives. Les profs réguliers n'aiment pas l'école alternative. Alors, moi, ça m'a toujours... C'est qu'ils ne connaissent pas, ils ont plein de préjugés face aux C'est ça. alternatives. Mais bon, l'approche par projet, nous autres, on la pratiquait depuis tellement longtemps. Et puis, on s'en allait en 2000. Moi, j'étais à la fin, je prenais ma retraite. J'ai tellement ri, là. J'ai tellement... Ils montraient comment faire pour travailler avec des projets. Mais là, je dis... Non, c'était infantilisant, là, maximum. Alors, pendant la première décennie de 90, là, il y a 7 écoles qui ont été créées, dont 2 écoles secondaires. Les premières écoles secondaires apparaissent là. Mais ce dont on se rend compte, c'est que la plupart de ces écoles ont été créées sous la pression des commissions scolaires. Donc, les parents sont moins là. Là, ça devient des écoles créées par des enseignants et des conseillers pédagogiques. Parce que, rappelez-vous ce qu'elle a dit tantôt, c'est que le ministère de l'Éducation voulait diversifier l'offre des commissions des écoles pour pouvoir contrer l'attirance vers le privé, puis contre le décrochage. Alors donc, ils ont dit, hey, peut-être un bon moyen, ce serait de créer des écoles alternatives. Alors, il y en a beaucoup de ces écoles-là qui sont dues à cette pression des commissions scolaires. Et on se rend compte dans l'histoire des écoles alternatives que ces écoles-là, et d'autres là, avant elles, quand les parents ne sont pas à l'origine de l'école, il y a un gros manque. C'est comme dans l'ADN, il y a quelque chose qui manque. Et dans cet ADN-là, les parents sont plus des bénévoles que des coéducateurs. Faites bien attention à ça. C'est fondamental que votre marque de parents reste dans l'école. On assiste aussi, pendant cette période des années 90, au grossissement de certaines écoles. Alors, on allèche, évidemment, les communautés alternatives pour des motifs administratifs. Vous allez avoir un directeur à temps plein. Vous allez avoir une bâtisse autonome. Wow! C'est fantastique, ça. OK, maintenant, augmenter du double. Alors, cette venue soudaine des nouveaux profs et de nouveaux parents brise l'écologie de ces écoles et entraîne des crises entre les fondateurs et les nouveaux. C'est le cas de l'école L'Envol, qui a été créée en 84. Alors, ça passe près d'éclater, mais finalement, le bon sens l'emporte. Et Cœur à cœur, c'est la même chose. Eux autres, je pense qu'ils ne s'en sont pas sortis encore. La réforme de 97 et sa mise en application en 2000, où le ministère a voulu étendre l'approche humaniste à l'ensemble du Québec, mur à mur, ça a amené les commissions scolaires à dire, mais si la réforme existe, pourquoi les écoles alternatives existent? Hein? Ce n'est pas nécessaire. Toutes les écoles vont être maintenant branchées sur la même chose, sur le même respirateur. Alors, ils ont donc remis en question la pertinence des écoles alternatives au début des années 2000 et ont même ralenti le rythme de leur création. C'est de là peut-être que viennent certaines tendances actuellement d'écoles, de commissions scolaires qui retardent, qui mettent plein de moyens pour retarder. Mais cette menace vient aussi de l'intérieur. Françoise, tantôt, vous racontait les glissements qui s'étaient passés à Kerbe. Bien, ça commence dans beaucoup d'écoles aussi, des glissements qui tiennent à la présence des parents, par exemple. Alors, les parents, tranquillement, deviennent des bénévoles. Ils sont un peu moins attirants, un peu moins intéressants à être utilisés comme collaborateurs. La cogestion, au nom de l'imputabilité des directions, là, ils sont imputables, imagine. S'il y a un enfant qui le fait, ça fait mal, c'est sur moi que ça va tomber. C'est bon. Alors, à ce moment-là, l'imputabilité fait en sorte que la gestion, il se l'accapare.
au nom de la sécurité, hein, au nom de la sécurité des enfants. Combien on a fait de resserrements dans la discipline, dans l'entrée des personnes dans l'école, ainsi de suite. Tout est motif à resserrer. Ça, c'est les années 90 et on s'en ressent encore. Et en 2000 Et aussi. 2000, exactement. Et jusqu'en 2013, absolument. Exactement. Devant cette menace, la dizaine de directeurs d'école qui se réunissaient depuis 10-15 ans, d'écoles alternatives, sentent qu'ils ont besoin là, de se retrouver, de se donner quelque chose de solide. Ils parlent d'un réseau vaguement, mais ça prend forme assez rapidement dans leur esprit. Et ils se donnent à ce moment-là un plan de communication, un plan d'action, c'est-à-dire dans lequel il y a création d'un réseau, un site web, ainsi de suite. Donc, déjà en 2001, ils sont assez branchés sur ce qui est devenu, après ça, le REPAC, qui a été créé donc en 2001, qui a permis à toutes ces écoles-là de se donner un discours commun. On a même du fait que tout le monde participait à des pédagogies différentes, puis appelait les choses de façon différente, on s'est donné un glossaire pour savoir ce que c'est qu'un projet pour tout le monde, là, ce que c'est qu'un atelier pour tout le monde, ainsi de suite. On s'est donné aussi en 2008 un référentiel qui apparaît sur le site et qui inspire beaucoup de projets d'écoles alternatives. On s'est donné des occasions nombreuses d'échanges d'expertise par des colloques aux 2 ans, par de nombreuses rencontres conjointes, direction, enseignants, parents. Alors, on en fait 5 par année que j'anime. Il y a même parfois des élèves du secondaire qui se joignent à nous et qui nous apportent vraiment des choses intéressantes. On a permis aussi, ce réseau-là a permis une grande circulation d'informations. On a 6 listes de diffusion et un site web. Ces 6 listes de diffusion, il y en a une qui s'appelle le réseau de la relève. Bien, tantôt, là, quand on va avoir terminé, je ne sais pas, est-ce que ça a circulé, les noms et vos adresses courriels, tout ça? Bon. Alors, si vous n'y êtes pas déjà, vous allez faire partie du réseau de la relève. C'est-à-dire que vous allez recevoir tout ce qui circule comme information à l'intérieur du réseau. Et si vous avez besoin, à un moment donné, de quelque chose de particulier, vous faites un appel à l'aide, vous me l'envoyez, et moi, je le diffuse à l'ensemble, et les gens vous envoient ce qui les... Par exemple, on voudrait avoir vos approches sur comment vous faites l'admission des parents. Alors, vous allez recevoir de 7-8 écoles, leur expertise là-dedans, ainsi de suite. Alors, ça a été un élément extrêmement intéressant à porter. Dans les 2000, il y a eu 9 écoles de 2001 à 2010, 2 écoles, on parle même de 2013 maintenant, avec la petite dernière. Quelques informations. Moi, je trouve que ces écoles de l'an 2000, c'est-à-dire des écoles à partir de 2000, sont vraiment des écoles qui sont branchées sur le 21e siècle, je crois. Je crois qu'il y a une tendance vers ça, vers quelque chose d'original et de particulier. Le Vitrail, qui est la dernière école secondaire créée, travaille. Il y a 2 mots qui viennent résumer un peu son modèle éducatif. L'auto-formation assistée. On s'est rendu compte cependant qu'après tant d'années où on disait auto-formation, on s'est rendu compte qu'il y avait peut-être beaucoup d'auto-formation, mais elle n'était pas tellement assistée. Tu sais. Alors là, les profs, ça les amène. Quand je vous disais que les profs du secondaire ont de la misère à dépasser leur matière, au lieu de la donner, d'être capables de voir comment les enfants apprennent avec cette matière-là, bien, ils ont dû apprendre à assister la formation, d'auto-formation. Ensuite, certification continue. Un élève peut faire ses mathématiques en secondaire 2, là, toutes les mathématiques de secondaire 5, si vous voulez. Si c'était un bolé en mathématiques, il pourrait
à mesure, faire tout son secondaire en mathématiques en l'espace de quelques années, et ainsi de suite. Alors, certification continue pour qu'il aille à son rythme dans l'acquisition des matières. Des projets communautaires et des groupes multi-âges de 12 à 17 ans. Alors ça, c'est des innovations qu'a apporté le vitrail. La Tortue des Bois, que j'adore, et ceux qui vont aller les voir, là, vous autres, c'est-à-dire que le directeur, vous avez été, c'est une école absolument extraordinaire qui a relevé un village entier. Cette école-là a dû fermer parce que l'école n'avait pas suffisamment d'élèves. Et en se donnant une vocation alternative, ils ont rallié la région entière. Et il y a même des parents qui ont déménagé à Saint-Mathieu-du-Parc pour pouvoir profiter des services de l'école. Alors, ils sont axés sur l'environnement, le plein air, la solidarité internationale et l'action communautaire. Ils travaillent beaucoup dans le village. Il y a même des enfants du village dont les parents ne se disent pas alternatifs. Ils n'ont pas choisi l'école pour être alternatifs. Ils les acceptent pareil. Donc, il y a une coexistence tout à fait pacifique entre des parents non alternatifs et des parents alternatifs. Ça se vit. C'est des gens du village. Et enfin, je veux faire une fleur au volet alternatif de Pointe-Saint-Charles, de Charles Lemoine. Un projet éducatif axé sur la nature qui va privilégier des projets d'agriculture urbaine, la vie à l'extérieur, une action sur le milieu ambiant de Pointe-Saint-Charles et un pont, j'espère en tout cas qu'ils vont se donner un jour ce titre-là d'école, l'école du pont, un pont entre les classes sociales et entre les cultures aussi, parce qu'il y a beaucoup d'interculturel dans ce... Alors, vous voyez, il y a des pistes qui vous sont offertes dans ces projets-là qui ne sont plus du tout comme les années 70, 80, 90. C'est quelque chose de particulier et je sens, en tout cas, encore par la conversation qu'on a eue ce midi, qu'il y a même possibilité, pourquoi pas, une hypothèse, qu'on puisse faire une école à temps partiel. Une école alternative à temps partiel en coéducation. Les parents assurent une partie de l'éducation à la maison, puis l'autre partie en collaboration avec l'école. Tout est ouvert. OK? Parce que la loi est tellement imprécise qu'elle permet qu'on puisse y entrer. Françoise? Ben, la loi est assez précise, mais ils ne savent pas où sont les enfants. Le homeschooling, les commissions scolaires, ils ne savent pas. Non, mais la loi dit que les enfants, ouais. on a l'obligation d'instruire les enfants, mais ça n'a pas besoin d'être tout le temps dans la bâtisse de l'école. Ça peut être à l'extérieur, ça peut être à l'intérieur, mais il n'y a pas le milieu. Passer les examens. Il faut qu'ils passent les examens. C'est une façon de rendre compte. C'est pas dans la loi, c'est écrit comme quoi que l'enfant doit passer les examens. Tout ce que la loi dit, c'est que l'enfant a droit d'avoir accès à l'école. Et l'école, eux, ils figurent ça de 5 ans à 18 ans et 21 ans pour les personnes handicapées ou dans le besoin. Et que cette école-là, elle est disponible pour chaque enfant, mais ça ne... Non, l'État a l'obligation de faire passer, d'instruire, mais de sanctionner par des examens où les enfants sont rendus. Ça, je suis, oui. En fait, fin d'élémentaire, et puis à la fin du secondaire. Parce qu'il y a des homeschoolers qui pratiquent du unschooling que j'ai vu, puis je pense qu'eux, ils ne sont pas nécessairement testés. Je pense que c'est vraiment la loi, c'est d'instruire Sais-tu pourquoi? Sais-tu pourquoi? Ils ne savent pas où ils sont, les commissions scolaires. Ils ne savent pas où ils sont, les homeschoolers. Ils ne le savent pas. Ils se bouchent les yeux complètement. Ils ne savent pas que c'est en remontée comme ça, le homeschooling. Ils ne savent pas où ils sont, ils les perdent. Parce que les écoles ministérielles sont là pour réguler le système. Peut-être qu'ils ne les considèrent même pas dans leur système. Non, mais ils ne cherchent pas. Non, écoute, moi, j'ai eu à débattre ces questions-là avec des enfants de l'école et la commission scolaire. Mais moi, je me disais, les parents voulaient... les enfants arrivaient d'un homeschooling. J'ai dit, ben, pas de problème. Puis, à un moment donné, ils voulaient les retirer. Bon, alors je dis, je téléphone, parce qu'il y a des avocats à la commission, je dis, c'est quoi? Ils ont dit, il n'y a pas de problème, ils peuvent, mais ils ont l'obligation
Ils n'ont pas l'obligation de passer l'examen, mais s'il s'en vient au secondaire, on va lui demander le résultat de l'examen pour pouvoir rentrer au secondaire. OK? S'il veut Et rentrer il dans le ne lui système. fera pas le secondaire. C'est ça. C'est comme un nouvel arrivant aussi, s'il veut rentrer au secondaire ou dans le système scolaire. Mais il ne te le fera pas pour passer. voir où est-ce Tu qu'il est dois rendu. toi-même voir à ce que ton enfant passe l'examen. C'est tout. Normalement, ils peuvent aller plus loin. En tous les cas, ça, c'est le homeschooling, mais c'est très en demande. Aux États-Unis, ils sont rendus à je ne sais pas combien de gens qui refusent les écoles publiques et ils gardent les enfants à la maison. Bon, ça, c'est un autre pendant parce que c'est aussi les femmes qui, très souvent, moi, je suis hésitante là-dessus. Je n'étais pas hésitante dans le principe. C'est que très souvent, c'est les femmes qui se sont battues pour travailler et pour tout ça, et qui vont demeurer à la maison pour garder les enfants et faire l'école à la maison. Alors, ça, je trouve que c'est à débattre. Si ça serait une école à temps partiel, il faut faire travailler C'est à ça. temps partiel. Puis maintenant, avec conciliation travail-famille, justement, il y a de plus en plus de C'est ça. parents qui choisissent de travailler à temps partiel, mais il faut quand même qu'ils envoient leur enfant C'est à temps ça. plein ou pas du tout. Mais je pense que c'est une des réformes, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on veut avoir comme rythme scolaire? C'est actuellement en France en train de se débattre, mais pas profondément. Mais ça pourrait être un des choix de l'école alternative, de regarder, à cause du travail, à cause de nos choix, à cause des valeurs, du type de séquence de présence que l'on veut à l'école. Je disais tout à l'heure, est-ce que c'est normal que l'école, 2 mois par année, soit fermée? Ça vient d'où? Ça vient parce que dans le temps, ils faisaient des moissons durant ce temps-là, puis qu'ils avaient besoin des enfants. Moi, dans mon jeune temps en France, c'était 3 mois qu'on avait. Parce qu'il y avait les vignes en plus, c'était plus tard. Tu sais. Alors, 3 mois, c'était fermé. 2 mois, c'est fermé. Mais tu sais, là, tu as une convention collective qui est là. Alors, c'est énorme. C'est un carcan. Mais les écoles alternatives pourraient se permettre de poser des questions du rythme d'école. Exactement. Il y a des écoles qui le font, il y a des expériences qui le font, hein, ouverts complètement. À Ottawa, il y a une école. C'est ça, c'est à Ottawa, j'ai entendu. C'est ça. Ils font du calendrier différé ou quelque chose C'est comme ça. où les enfants, justement, ils trouvaient que les enfants étaient trop fatigués pour étudier, comme un gros 10 mois avoir 2 mois de vacances. Fait qu'ils ils ont des semaines durant l'année, ils prennent des pauses. 3 jours. Bon. En tout cas, c'est intéressant, mais quand on pense à une nouvelle école, je me disais, si j'avais à penser à une nouvelle école, je ne sais pas comment je la ferais, mais c'est sûr que je penserais à ça parce que les enfants de nos jours, ils sont en dehors de chez eux à partir de 7h30 le matin jusqu'à 6h30. Est-ce que quelqu'un a essayé de réfléchir si c'était... C'est en fonction des enfants, ça? Non, pas du tout. Exactement. Et les enfants pédalent, et les enfants manquent de jeu, et les enfants manquent de temps libre. Et les enfants, on dit, « Ah, ben c'est bon, la socialisation. » Mais comment trouver une socialisation adaptée? Est-ce qu'on ne va pas un peu, en tous les cas... Mais vous avez C'est parlé de ça. l'école de Finlande, justement, qui est très performante. Mais en Finlande, l'école, c'est juste de 8 à midi, justement. Puis en À 1 heure. après-midi, ça dépend, il y en a midi. Les puis Allemands, à mesure c'est ça. qui grandissent les enfants, ça peut aller C'est jusqu'à ça. 1 heure. Mais les enfants, en après-midi, soit qu'ils font des clubs, qui choisissent les sports, C'est ça. les théâtres et En tout tout, cas, ou ils ils pourraient- peuvent retourner à C'est la ça. maison, pour ceux C'est que ça. les parents sont à la maison. C'est ça. oui. Mais beaucoup c'est plus intéressant de se flexible. positionner comme ça, mais en même temps, n'oublie pas une chose, qu'au début du siècle, hein, les parents ne voulaient pas que les enfants aillent à l'école. Il ne faut pas oublier ça. Hein? Ils ne voulaient pas les faire instruire, les enfants, parce que c'est de la main-d'œuvre aussi. Hein? Début du 20e siècle, en France, en tous les cas, il y a un livre absolument extraordinaire qui s'appelle « La soupe à l'oseille », où cette institutrice raconte le début dans le pays, dans la Savoie, raconte qu'elle a été obligée, elle a été nommée dans un village. Il n'y avait personne, elle ouvre l'école, il n'y avait personne, il n'y avait pas un étudiant. Il a fallu qu'elle aille convaincre les gens un par un pour
amener les enfants à l'école et puis que ceci et puis que cela. Alors, l'État a pris une place démesurée par rapport aux parents, c'est sûr. Maintenant, comment faire pour que l'État reprenne sa place